Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, concert de casseroles et de klaxons, le gouvernement se bouche les oreilles. Le pouvoir minimise la réussite de la casserolade initiée par l'opposition. Concert de casseroles retentissant à Dakar et dans beaucoup de capitales régionales. Nous ferons le point. 23 juin 2011, 23 juin 2022, les Sénégalais se rappellent du soulèvement qui avait conduit le président Wade à renoncer au controversé projet de réforme constitutionnelle. Un moment marquant de l'histoire politique du pays. Plus de détails dans cette édition. Pèlerinage à la Mecque, le ministre du Transport aérien en visite à l'AIBD. Toutes les dispositions sont prises pour éviter les couacs, assure Alioune Sarr. Et puis notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse aujourd'hui au roman de Viviane Bang, Le bonheur de la liberté. Note de lecture en fin d'édition. Mais d'abord, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi tire un bilan satisfaisant du concert de klaxons et de casseroles. La lutte ne fait que commencer, selon les leaders qui déclarent qu'ils ne vont pas renoncer à leur plan d'action pour combattre le pouvoir en place. Le gouvernement, justement, se bouche les oreilles et réplique à une partie de l'opposition après le concert de casseroles et de klaxons initié par le leader Ousmane Sonko. Le porte-parole Omar Gueye, le porte-parole du gouvernement, décrit cette forme d'expression comme un amusement après l'échec constaté lors de la manifestation interdite de vendredi dernier. Compte rendu de la 11e édition du gouvernement face à la presse, Alassane Ba et Marcel Farba-Maroun. Au moment où d'aucuns reconnaissent l'action menée hier mercredi par une partie de l'opposition comme une véritable réussite, le gouvernement, lui, minimise. Après avoir échoué lamentablement en termes de mobilisation pour demander aux populations de sortir massivement, cela n'a pas été le cas. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé lors de la dernière manifestation. A inventé ce système pour s'amuser, parce que j'ai cherché un mot, j'ai pas trouvé autre chose, pour demander aux gens de prendre des casseroles et de taper. Il y a quelques jours, dans le cadre de la manifestation interdite, les forces de l'ordre ont mis la main sur plus d'une centaine de personnes dans la capitale et une cinquantaine à Ziguinchor. Ces dernières auraient eu l'intention de littéralement mettre le feu aux poudres après la découverte d'armes blanches et à feu ou encore des cocktails Molotov. Dans ce contexte de difficulté au niveau mondial, je pense que ce qu'il faut prôner, c'est la stabilité. Ce qu'il faut prôner, c'est faire en sorte que les populations puissent continuer de vaquer à leurs besoins. Et le gouvernement, sous l'impulsion du président Macky Sall, est en train d'y œuvrer tous les jours. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être tranquillement ici et d'être un gouvernement face à la presse. C'est parce que notre pays est sécurisé. Mais nous devons être très vigilants par rapport à ce qui se passe alentour, par rapport aux tentatives également, faut-il le dire, de déstabilisation de notre pays. Ces déclarations ont été faites ce jeudi lors de la 11e édition du concept Le gouvernement face à la presse. Plusieurs autres questions d'actualité ont été traitées, telles que les inondations ou encore la tabaski. Dans tous les cas, la casserolade a été retentissante. Les automobilistes également se sont associés au concert de casseroles dans plusieurs localités du pays. Le charivari était indescriptible. Le mot d'ordre a été suivi à Dakar et dans bien d'autres capitales régionales. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Diafaraba. Pour moi, c'était une réussite totale. Le message est bien passé. Le concert était juste un moyen d'extérioriser notre colère face à ce régime sale. Nous sommes fatigués, surtout nous les jeunes. Mais à part ambiance, ban message lañ doon jàllale? Message bi ñu doon jàllale comme quoi que Ousmane Sonko est devenu une idole pour les jeunes. Son idéologie est bien perçue.
C'était bien pensé de la part de Ousmane Sonko. Par exemple, vu mon âge, je ne peux pas aller dans les marches organisées, mais au moins hier, j'ai pu exprimer mon mécontentement à travers ce concert de casseroles. C'est une stratégie bien réfléchie. Chacun a le droit de manifester son désaccord, quelle que soit la méthode empruntée. Nous sommes dans un pays démocratique. Le président Macky Sall doit faire une lecture face à cette situation et revoir son entourage. Mais aussi, Sonko doit faire preuve de prudence sur sa manière de faire parce que les jeunes l'aiment beaucoup. Il doit être un exemple. Et puis, il y a 11 ans, les Sénégalais se sont opposés au vote d'une réforme constitutionnelle, le fameux ticket présidentiel qui était considéré comme une tentative de passer la main au fils du président de l'époque, Abdoulaye Wade. Une grande manifestation, souvenez-vous, avait eu lieu devant le Parlement, suivi d'affrontements entre forces de l'ordre et citoyens. Retour sur cet événement, Mariam Ndiaye et Pape Sangoune Baye. Il se souvient du 23 juin comme si c'était hier, un jour où des Sénégalais se sont opposés au vote d'une réforme constitutionnelle, le ticket présidentiel. Pour la première fois et depuis très longtemps, on a vu les Sénégalais eux-mêmes s'approprier un combat qui n'était pas un combat de parti, mais un combat pour l'idéal républicain. Dans le combat que nous avons mené, il y a eu un élément important, c'est le président de la République, M. Abdoulaye Wade. S'il avait refusé la marche, on aurait eu énormément de problèmes. Il l'a accepté. Qu'il ait compris qu'il n'avait d'autre choix que de retirer sa loi, il a fait preuve de grandeur. Pour marquer la lutte contre ce ticket présidentiel, le secrétaire général du FSD/BJ avait commencé 2 jours avant, en s'enchaînant devant les grilles de l'Assemblée nationale. Il me fallait, en dehors des cadres connus, les atteindre. Et donc, il était incompréhensible de voir un homme de ma stature s'attacher devant les grilles de l'Assemblée nationale. Il conforte ceux qui estiment que malgré cette journée de lutte mémorable, notre démocratie a reculé. Pour le leader du FSD/BJ, le sacrifice en valait la peine. Aujourd'hui, quand on voit l'importance et la profondeur du combat qui a été mené en 2011, on ne comprend pas qu'en 2022, qu'on soit dans une situation à encore parler de 3e mandat, la lutte en vaut toujours la peine. Parce que quand on se bat pour le Sénégal, pour la sécurité des Sénégalais. Il y a 11 ans, des Sénégalais se sont opposés au vote d'une réforme constitutionnelle, un ticket présidentiel qui était considéré comme une tentative de passer la main au fils du président de l'époque, Abdoulaye Wade. Une grande manifestation avait eu lieu devant le Parlement suivi d'affrontements entre forces de l'ordre et citoyens, obligeant le pouvoir à retirer le projet de loi controversé. Merci Mariem. L'autre grand titre de cette édition, à moins de 24 heures du départ du premier vol pour le pèlerinage à la Mecque 2022, le ministre du Transport aérien était en visite à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne. Le ministre estime que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du voyage. Alioune Sarr invite les pèlerins à s'acquitter de leur test Covid et invite également les techniciens de maîtriser le dispositif jusqu'au retour des pèlerins. Le voici avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises en termes d'accompagnement, mais également en termes d'organisation logistique. Et oui, nous sommes prêts. Le premier vol se passera demain et naturellement, le Sénégal est prêt. Vous savez, ce n'est pas la première fois également que nous organisons un pèlerinage au Sénégal. Mais c'est vrai, c'est le premier pèlerinage post-Covid. Naturellement, il faut surtout veiller au protocole sanitaire qui est également exigé, mais également tous les services qui sont là pour les accompagner, puisque je rappelle que le corps médical est également là aussi pour accompagner les pèlerins du début à la fin. Et je voudrais lancer un appel également à tous nos compatriotes qui sont habilités à faire ce voyage vers la Mecque cette année, pour qu'ils prennent les dispositions pour que justement le test PCR qui est demandé 72 heures avant puisse être également fait avant de venir à l'aéroport. Puisque c'est ça qui va nous faciliter le travail. Il faut que le protocole sanitaire qui a été validé par le ministère de la Santé et qui est exigé des autorités saoudiennes soit également respecté par chaque pèlerin. Et nous sommes très heureux de voir vraiment que nos équipes médicales ont également aussi pris les dispositions pour que nos compatriotes puissent voyager dans d'excellentes conditions.
Tout autre chose, vers la paralysie du secteur de l'hydraulique, l'intersyndicale des travailleurs de la CNO a déposé un préavis de 30 jours ce jeudi et menace d'aller en grève si les points contenus dans leur mémorandum ne sont pas satisfaits. Il s'agit entre autres de la révision des grilles salariales, de l'intégration du conseil d'administration. Face à la presse ce matin, ces syndicalistes se disent ouverts au dialogue. Écoutons là-dessus Oumar Ba, interrogé par Alassane Ba. Dans la limite des 30 jours du préavis de grève, l'intersyndicale reste ouverte à toujours trouver des solutions avec la direction générale, mais mettra en œuvre le dernier plan d'action décliné avec les délégués du personnel réunis le 21 juin 2022. Il s'agit notamment du dépôt du préavis de grève qui est déjà effectif aujourd'hui, de la mise en place d'une task force ce vendredi 24 juin pour la poursuite du plan d'action, de la tenue d'une assemblée générale des travailleurs à partir de la semaine prochaine, de la relance de la tournée de l'intersyndicale à Dakar et dans les régions, de la finalisation de l'actionnariat pour permettre aux représentants des travailleurs de siéger au conseil d'administration. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO tient à témoin l'opinion publique nationale et internationale et tire la sonnette d'alarme auprès notamment du ministre de l'Hydraulique, M. Serigne Mbaye Thiam, et du Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Nous tirons donc cette sonnette d'alarme pour prévenir des conséquences qui pourraient découler de ce mouvement d'humeur du personnel dont serait responsable uniquement la direction générale de la CNO, dirigée par la directrice Mme Diani Arnal. Alors maintenant à Fatick, où le service régional de commerce a procédé hier à l'incinération de produits impropres à la consommation humaine, comme vous le voyez sur ces images, des produits impropres à la consommation humaine et animale. C'est une quantité de 6 tonnes saisies dans des boutiques et au marché. Les autorités administratives invitent les populations à faire attention à ces produits dangereux pour la santé notamment. On est tout cela avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Ces produits brûlés ont été saisis par les agents du service régional du commerce de Fatick sur une durée de 18 mois. Ce sont des aliments impropres à la consommation humaine et animale et ils ont été retirés des boutiques d'alimentation générale, des marchés et surtout des marchés hebdomadaires. Il s'agissait de procéder à des actions de contrôle au niveau des différents lieux de commerce, les marchés permanents, les marchés hebdomadaires, les boutiques des différents quartiers et autres. Donc la quantité est ainsi saisie, donc on s'élève à 6 tonnes pour une valeur de 11 millions environ. Pour l'essentiel, ce sont des produits manufacturés. Ce sont des produits manufacturés, donc des produits notamment de la boisson gazeuse, donc des produits laitiers, des bouillons. Dans le lot, il y a aussi des médicaments et bien d'autres objets. Il y en a également des produits qui sont des produits contrefaits. Il y a des médicaments, il y a également de la boisson alcoolisée, également surtout des lampes à incandescence aussi, qui ne sont plus aptes à la consommation. Au niveau des différents marchés de la région, mais surtout du département de Fatick. Donc les marchés hebdomadaires, les marchés permanents, les boutiques et les différents lieux de commerce donc, qui sont dans la région. La consommation des aliments avariés ou périmés est dangereuse pour la santé. Les consommateurs sont appelés donc à être beaucoup plus attentifs par rapport aux produits qu'ils achètent. C'est le consommateur qui est interpellé pour qu'il puisse en tout cas avoir les bonnes informations par rapport aux produits qu'il achète, être beaucoup plus vigilant et regardant par rapport donc à ce qu'il consomme, regarder les étiquettes avant donc d'acheter, ce qui leur permettra donc avant que même les produits donc ne soient contrôlés par les services du commerce, avoir donc la bonne information par rapport donc à la date de péremption, à la date de fabrication du produit, être à même donc de pouvoir juger soit même donc de la validité donc de ce produit pour qu'il puisse être consommé. Maintenant, il s'agit de renforcer peut-être la sensibilisation par rapport donc à ces produits-là. Le service régional du commerce promet que le contrôle sera intensifié en cette période de préparatifs de la fête de Tabaski. Merci Aminata. À Thiès, les aviculteurs dénoncent la cherté du prix de l'aliment de volaille. Selon eux, le secteur traverse une crise à cause de la hausse vertigineuse du prix de l'aliment de volaille. Ils ont organisé une marche à Thiès, une marche pacifique. Cher Anta Diop, c'est la tire.
Munis de leurs pancartes et banderoles, les aviculteurs de Thiès marchent lentement dans les rues de Thiès pour dire non au manque et à la hausse du prix de l'aliment de volaille. La filière avicole est en train de connaître un ralentissement significatif, selon eux, à cause de cette problématique. Les gens, ils ont abandonné aujourd'hui les poulaillers parce que la situation est catastrophique. Le tiers de l'ensemble des éleveurs ont abandonné. Ceux qui sont ici, c'est les rescapés. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'aliment qui coûte cher. C'est l'aliment peut-être qui est de moindre qualité. Les acteurs de la filière sont aussi confrontés à d'autres difficultés. C'est toute la filière qui est malade. Vous avez la qualité des poussins. Vous avez la qualité, bien que je sois docteur vétérinaire, des prestations et la cherté des médicaments. Donc tout est problème. Aujourd'hui, nous sommes réunis, on a fait une marche pour que les autorités nous entendent. Ils ont même formulé des propositions pour des solutions contre la crise. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est de réels acteurs. Les acteurs, c'est des agriculteurs modernes, capables de relever ce défi-là. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une hausse des prix au niveau international. Mais on pouvait l'éviter si toutes nos productions étaient faites sur place, et c'est possible. Marche encadrée par les forces de l'ordre, les acteurs de la filière avicole ont lancé des messages. La gouvernance de Thiès a été le point de chute. Ils ont même remis un mémorandum au gouverneur. Charanta, problème similaire à Linguère, où avec la cherté de l'aliment de bétail cette fois, les éleveurs trouvent d'autres alternatives pour engraisser les bêtes. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une femme éleveur, Awa Alassane Sow. Elle fait la culture fourragère. Elle cultive le NEMA depuis 2014. Le NEMA, un aliment très nourrissant qui augmente la production laitière des bovins. Voyons ce reportage édifiant avec Mamoudou Moussafandia et Omarka. Dans cette zone sylvopastorale, l'élevage constitue la principale activité des populations. Des centaines d'acteurs confrontés à la cherté de l'aliment de bétail. Voilà une situation qui inspire cette dame qui s'active dans la culture fourragère. C'est la ministre Aminata Mbengue qui avait conseillé à tous les éleveurs de réduire la transhumance. C'est par la suite qu'elle nous avait demandé de faire la culture fourragère pour mieux nourrir nos animaux. Depuis lors, je fais de la culture fourragère. Une activité qu'elle a démarrée depuis 2014. Ici à Barkedji, la présidente régionale du directoire des femmes en élevage développe la culture du NEMA, une espèce qui a boosté la production du cheptel, surtout chez les bovins. Je dispose de l'herbe pendant la saison sèche et pendant aussi l'hivernage. Deuxièmement, les vaches fournissent une quantité importante de lait. J'en bois à chaque fois pour éviter de consommer le lait en poudre. Le NEMA est une espèce très fidèle. Je ne mets même pas de l'engrais. Je mets les déchets des animaux dans le champ. C'est de la fumée. Regardez bien derrière vous, je l'ai coupé il y a de cela 5 jours. L'activité est bénéfique même si la cherté des produits réduit les bénéfices. S'y ajoute le manque de financement. Ici, c'est la zone sylvopastorale. Regardez bien le NEMA. Il ressemble aussi au sorgho. C'est très beau. Nous avons besoin de protéger nos parcelles. Au Djolof, nous n'avons pas assez d'eau. L'État doit subventionner l'eau comme il l'a fait pour les pêcheurs. Dans le département de Linguère, le phénomène du vol de bétail hante le sommet des éleveurs, ce qui décourage souvent les acteurs. Il lance un appel aux autorités étatiques pour l'application de la loi criminalisant le vol de bétail. Et puis venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui au roman de Viviane Bang intitulé Le bonheur de la liberté, note de lecture signée Ibou Diouf et Amadouba. Le bonheur de la liberté comme un voyage parfois tumultueux sur le fleuve aux eaux moins tranquilles de la vie avec un personnage principal, Sarah. C'est une jeune femme qui, malgré que la Providence lui ait donné des privilèges, s'est toujours crue désavantagée et elle a durant toute sa jeunesse, toute sa vie de femme, et elle a
passé toute sa vie à rechercher ce bonheur-là et qui pourtant était à portée de main. Le bonheur de la liberté de Viviane Beng est aussi comme un questionnement concernant la quête du bonheur. Ma conception du bonheur repose plus sur la philosophie positive de la vie. Et pour moi, le bonheur est une certaine forme de liberté. Donc le bonheur, c'est être libre, c'est se défaire de toutes les chaînes qui nous enchaînent, c'est se défaire des sentiments négatifs. Tout au long de ce roman, l'auteur parle de l'enfance de Sarah jusqu'à l'âge adulte et les dilemmes auxquels elle devait faire face. Ce roman n'est inspiré ni par l'histoire d'une personne proche, ni par mon histoire personnelle. Et je dis souvent, ce n'est pas une autobiographie. Et ce roman, c'est comme un enfant qu'on met au monde. Ce n'est pas moi, mais il y a certainement une part de moi de ce roman. Viviane Beng est sociologue de formation et ce premier roman est le fruit de sa passion pour la littérature. J'ai toujours adoré la lecture et à chaque fois que je tenais un ouvrage entre les mains, mon rêve c'était d'avoir mon propre ouvrage. Et comme on dit, pour écrire de belles et profondes phrases, il faut en avoir lu des milliers. Et c'est à force de lire des livres que je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai toujours rêvé de ça. C'est un rêve d'enfant que je nourrissais et que j'ai pu réaliser à travers ce roman-là. Pour l'auteur Viviane Beng, ce roman est une contribution, une philosophie de vie, quelques lignes pour parler du rapport qui puisse exister entre le bonheur et la liberté. Merci Ebou. Et puis dans l'actualité internationale, la nouvelle loi électorale au Mali qui pourrait permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement togolais qui interdit un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé. Mais d'abord le retour des reliques de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo, 61 ans après son assassinat. Le récit de Daniel Diouf. Les reliques de Patrice Emery Lumumba reposent enfin sur ses terres natales dans le Sankuru, en République démocratique du Congo. Depuis mardi, le cercueil de l'un des héros de l'indépendance du Congo est exposé au milieu de son village à Onalua. Une étape importante pour que le deuil puisse enfin se faire, 61 ans après son assassinat. Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais mort assassiné. Des cérémonies en sa mémoire se dérouleront dans sa ville natale jusqu'à vendredi matin. Au Togo, le gouvernement a une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition prévu samedi à Lomé. Motif invoqué, des raisons sécuritaires selon un communiqué publié mercredi par le ministre de la Sécurité qui estime que l'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national très préoccupant est de nature à compromettre les efforts pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. C'est un regroupement de 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile qui a appelé à un meeting pour dénoncer la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité. Depuis le début de l'année, l'extrême nord du Togo a été frappé par 2 attaques djihadistes dont l'une avait fait 8 morts, des soldats togolais. Les autorités ont décrété le 13 juin l'état d'urgence sécuritaire pour 3 mois dans la région des Savanes, à plus de 500 km de Lomé, la capitale. Au Mali, la nouvelle loi électorale pourrait permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est la mission d'observation des électeurs au Mali qui l'a noté dans son dernier rapport. La nouvelle loi électorale, si elle est promulguée, permettra au colonel Assimi Goïta de se présenter à cette présidentielle. Les experts de la mission d'observation électorale estiment qu'il lui suffirait pour cela de démissionner à la fois de la présidence et de l'armée 4 mois avant la date du scrutin. La nouvelle loi électorale adoptée par le CNT attend toujours d'être promulguée par le président de transition, le colonel Assimi Goïta lui-même. Et puis Paul Pogba, l'international français, a participé mercredi à un match de charité en Guinée, le pays d'origine de ses parents. Il a été accueilli au stade général Lansana Conté à Conakry par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et beaucoup de supporters. L'événement a réuni d'anciennes gloires du football, dont le Sénégalais El Hadji Diouf, l'Ivoirien Fodé Mansaré ou encore le sélectionneur guinéen Kaba Diawara. Le champion du
du monde a sillonné la ville accompagné d'une foule immense dès son arrivée à Conakry mardi. Son séjour en Guinée est organisé par l'association 48 heures pour la Guinée qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, à la santé et à l'éducation dans le pays. Merci Daniel et parlons sport justement, football féminin, Cannes 2022 au Maroc. Les Lions ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matarba. Les Lions promettent de ramener le titre au Sénégal. Elles veulent gagner ce trophée et le ramener au pays pour rester dans la dynamique positive du football sénégalais. Et tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Les Lions annoncent la couleur pour leur retour à la CAN, 10 ans après leur dernière participation. Au Maroc, du 2 au 23 juillet prochain, elles sont prêtes à hisser haut le drapeau national reçu des mains du ministre des Sports. Nous sollicitons les prières et le soutien constant du peuple pour un succès éclatant. Nos frères ont amené la route pour le président de la République. Nous aussi, nous allons donner de nos mieux pour amener la trophée de première. Ambassadeurs du football féminin sénégalais, les Lions sont appelés à répondre à toutes les attentes. Toutes circonstances et un comportement irréprochable, en faisant preuve de courage, d'honneur, de dignité, de respect et de fermeté. Représenter le Sénégal à une compétition de ce niveau exige de la part de chaque joueur et de chaque membre de la délégation un sens élevé des responsabilités, un engagement patriotique trempé dans nos vertus les plus anciennes. Je suis sûr que vous saurez vous hissez à la hauteur de ce tour. L'équipe nationale du Sénégal, logée dans la poule A de la CAN 2022, quitte Dakar ce vendredi pour rallier le Maroc. Elle va y disputer un 4e et dernier match de préparation face à la Tunisie avant le début de la compétition. Et restons dans le sport toujours. Le Sénégal, 18e mondial, est premier en Afrique au classement FIFA du mois de juin. La FIFA qui autorise désormais une liste de 26 joueurs par sélection au mondial 2022 au Qatar. Nous retrouvons Cher Sadibou Diarra dans le round-up de l'Actu Sport. Nous démarrons par la reconstruction du stade Léopold Sédar Senghor. Le ministre des Sports annonce le lancement des travaux mardi prochain à partir de 16h. Une réhabilitation au coût de 20 milliards de francs CFA confiée à une entreprise chinoise. Une cure de jouvence tant attendue par le football sénégalais dont l'équipe nationale est toujours en tête du classement FIFA Zone Afrique du mois de juin. Les Lions gagnent 2 places au niveau mondial pour se retrouver au 18e rang. Ils égalent leur meilleure place de l'histoire dans ce classement mené par le Brésil, la Belgique et l'Argentine. Des pays attendus comme favoris à la Coupe du Monde Qatar 2022. Une compétition où la FIFA autorise des listes de 26 jours par sélection. Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal, champion d'Afrique. Les Lions du beach soccer, autres champions d'Afrique en titre, vont reconnaître leurs adversaires de poule à la CAN 2022 ce vendredi à Maputo au Mozambique à partir de 8h du matin. Le Sénégal, qui remet son titre en jeu, fait partie des 7 pays qualifiés à la CAN prévue du 21 au 30 octobre prochain. Terminons par les 3 skateboarders sénégalais qui sont à Rome, en Italie, du 26 au 3 juillet prochain pour les qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À la recherche de points, les 3 binationaux, Karim Keita, Aziz Wan et Jean Saldou, vont après l'étape de Rome, rallier Rio de Janeiro au Brésil au mois d'octobre prochain. Et puis basket de retour en sélection, Gorgui Sy Dieng veut guider les Lions à remporter les 3e matchs lors de la fenêtre des éliminatoires du mondial 2023 de basketball prévu, vous le savez, en Égypte. Nous l'écoutons avec nos confrères de Basket Sénégal. 100%, comme le tout le temps je finis parce que je me donnerai à 100% à chaque fois que je serai présent. Lors de notre défaite, je n'étais pas là, mais nous allons tout faire cette fois-ci pour prendre notre revanche. Le sport est fait de victoires et de défaites. Lors de cette fenêtre en Égypte, nous voulons le carton plein, remporter les 3 matchs.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans Soir d'Info avec Vinta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.